Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle séance de questions d'actualité au gouvernement. Nous sommes le mercredi 9 juillet 2025, il est 15h moins 20 secondes, la séance est sur le point de commencer et, et c'est la dernière séance avant un moment. Et oui, nous sommes en session extraordinaire du Parlement qui va bientôt se terminer, toutes les bonnes choses ont une fin, les parlementaires vont partir en vacances et donc nous, nous allons avoir la dernière séance de questions d'actualité au gouvernement avant de prendre des vacances. Donc pendant minimum 2 mois, voire peut-être même 2 mois et demi, on ne va plus avoir de questions d'actualité au gouvernement, mais on pourra retrouver le format à la rentrée, tant du côté de l'Assemblée nationale que du Sénat. Si ce contenu te plaît, YouTube, car c'est la dernière VOD avant un long moment, ça va être un peu la traversée du désert, n'hésite pas à liker comme jamais, à commenter comme jamais, à t'abonner comme jamais, bref, comme jamais. Voilà. Et puis bien sûr, parce que au terme de ce désert, de cette traversée du désert qui nous attend à partir de maintenant, j'ai dans l'idée de faire un peu plus de place à la politique à partir de la rentrée, vers la mi-septembre à peu près. Donc si tu as des idées de format politique à aborder sur la chaîne, que tu aimerais bien voir en stream, n'hésite pas à me faire des propositions. Les commentaires sont là pour ça. Voilà. On entend le son du Sénat, on entend le Palais du Luxembourg. La séance serait sur le point de commencer. Et on rappelle que le 15 juillet, François Bayrou va présenter son budget 2026, pile pendant que les parlementaires sont en vacances. Coïncidence? Oh, je ne pense pas. Voilà, justement pour éviter la gronde, pour éviter l'énervement, pour éviter la censure, mais la censure, il ne l'évitera pas. Il ne fait que repousser l'inévitable, car la censure, c'est bien ce qui l'attend. On l'a bien vu à l'Assemblée nationale que visiblement euh, le gouvernement a lancé un ultimatum en proposant soit les impôts, soit la censure. Eh bien, je crains que ce gouvernement ne récolte et les impôts et la censure. Pendant que King Loris continue d'appeler de ses voeux à la dissolution, n'hésitez pas à me dire, vous YouTube, si vous appelez à la dissolution ou pas. On avait fait un sondage hier à l'Assemblée nationale pour voir ce que ça allait donner. Les gens étaient grosso modo favorables à une nouvelle dissolution. N'hésitez pas à dire vous ce que vous en pensez. Moi, je suis partagé. Je suis partagé sur ce qu'apporterait une nouvelle dissolution. Donc, si vous avez des arguments d'un côté comme de l'autre, je serais ravi de les entendre pour m'aider à me faire une opinion plus précise sur le sujet. Car je rappelle que depuis hier, Emmanuel Macron a le bouton de l'arme nucléaire parlementaire, celui donc de la dissolution. Bon alors, il est 15h02 là. Gérard, c'est la dernière, faut être à l'heure Gérard. Hein. Bon, bah on a du retard de Gérard. Alors, j'en profite aussi pour dire, vu que pour l'instant on n'a pas de séance, que la dernière VOD, on a bien vu que c'était pas Gérard Larcher qui présidait les questions d'actualité au débat, au gouvernement. Et alors figurez-vous que, et je l'ai vu au niveau des timecodes de la vidéo que j'inscris manuellement, eh bien nous avons gagné un quart d'heure justement parce que la présidente de la séance respectait le temps de parole pratiquement autant que Yael Braun-Pivet, quoi, globalement, et que donc on a gagné un quart d'heure sur la VOD la semaine dernière. Voilà, donc comme quoi, hein, à force de donner 30 secondes par-ci, 30 secondes par-là, eh bien, on finit par dépasser d'un quart d'heure. On va justement faire la prévision. Est-ce qu'on va avoir un dépassement de temps de parole de plus de 30 secondes ou pas? Voilà, Twitch, vous pouvez voter et parier vos points de chaîne. La prédiction est lancée. Je voulais le faire avant, mais j'ai oublié. Voilà. Donc on y va. Voilà, vous avez 5 minutes pour balancer tous vos points de chaîne. Est-ce qu'on va dépasser le temps de parole de plus de 30 secondes ou de moins de 30 secondes? Faites vos paris. Bon alors, le Sénat est en retard. Comme d'habitude. On entend, hein, on entend, ça discute, ça papote. Ah je pensais presque que tous les sénateurs allaient faire justement ah avec moi. Et c'est Gérard pour la dernière. Fantastique. Fantastique. Voilà notre mascotte de la chaîne. Ah, pour cette dernière séance de questions d'activité au gouvernement. Hein. Est-ce que ça vous fait un petit pincement au cœur? Moi, oui.
Et je vous rappelle que du coup, c'est moi qui organise un petit peu la régie sur la chaîne, hein, du temps de parole et tout, puisque le Sénat ne veut pas le faire. Voilà. La séance est ouverte. Allez, on y va. Monsieur le Premier ministre, Est-ce que le son est bon? Messieurs les ministres, mes chers collègues, avant d'ouvrir notre séance de questions d'actualité au gouvernement, je veux avoir une pensée pour notre collègue Olivier Marleix, Ah bah oui. disparu brutalement ce lundi. Ancien collaborateur du groupe du Rassemblement pour la République, ici même au Sénat. Du RPR? Ah ouais? Ancien maire d'Annette, député d'Eure-et-Loir depuis 2012 et président du groupe Les Républicains de l'Assemblée nationale entre 2022 et 2024, ce qui nous avait amené très souvent à échanger. Il était un élu de conviction, un élu d'engagement, marqué par le gaullisme et l'exemple de son père, lui-même député du département du Cantal. Je voulais tout simplement adresser toutes nos pensées à sa famille, aux membres de son groupe politique, ainsi qu'à l'ensemble de ses collègues députés. Et je vous propose d'observer un moment de recueillement. Donc après les hommages faits par Yaël Braun-Pivet hier à l'Assemblée nationale, c'est Gérard Larcher qui rend hommage à Olivier Marleix, puisqu'ils étaient de la même famille politique, le RPR, l'UMP, les Républicains. Merci. Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, la disparition d'Olivier Marleix a été, pour l'Assemblée nationale et pour le Parlement, un moment de saisissement, à la fois de stupéfaction et de grand chagrin. Saisissement, j'ai l'impression que c'est pas français. Ça a été pour nous tous l'occasion de vérifier ce qu'était un parlementaire assidu, actif, enraciné, actif et enraciné dans ses convictions, autant que dans le travail parlementaire sur les thèmes qui lui étaient chers de la souveraineté économique et industrielle. Puis ça a été pour beaucoup d'entre nous l'occasion aussi de vérifier, j'allais dire de méditer, sur ce fait qui, j'en suis sûr, a traversé l'esprit de chacune et chacun de ceux qui siègent sur ces bancs, qu'on pouvait rencontrer une force qui paraissait irréductible et vérifier à cet instant la fragilité qui se dissimule sous cette force. C'est l'occasion de vérifier que les engagements qui sont les nôtres ne protègent pas, au contraire, de ce type de faille. Et donc nous devons être, si j'ose dire, les uns pour les autres, d'autant plus attentifs. En tout cas, c'est pour nous l'occasion d'honorer la mémoire d'un bon, fidèle et engagé serviteur de la vie parlementaire. Merci, Monsieur le Premier ministre. Voilà, le Premier ministre qui rend hommage, lui aussi, au Sénat, après l'avoir fait à l'Assemblée nationale. Notre séance est retransmise sur Public Sénat et sur notre site internet. Et sur la chaîne Twitch de Saslil. Au respect de valeurs qui nous paraissent essentielles au Sénat, le respect d'abord des uns et des autres, mais aussi le respect du temps de parole. Je donne la parole à notre collègue Pierre-Jean Verzelaine pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Alors, j'ai pas le dérouleur, donc je ne sais pas qui parle aujourd'hui. Mais on commence par les indépendants du Sénat. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en décembre 2022, à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, un Airbus, en phase d'atterrissage, a failli entrer en collision avec un autre avion immobilisé sur la piste. Le bureau d'enquête et d'analyse a mis en cause une organisation défaillante. Les contrôleurs aériens présents
étaient occupés à d'autres tâches, tant et si bien qu'ils ont oublié un appareil. Cette faute est liée à une pratique informelle et généralisée, dite de clairance. Concrètement, c'est une forme d'autogestion qui permet aux contrôleurs de s'organiser entre eux et de juger ou pas de la nécessité d'être présents selon l'état du trafic aérien. Cela aboutit à un temps de travail moyen de 24 heures par semaine, au lieu des contraignantes 32 heures auxquelles ils sont normalement astreints. Dès lors, la mise en place d'un système de pointage et de suivi paraît une mesure de bon sens et un effort raisonnable pour des fonctionnaires qui gagnent 8 000 € bruts par mois et qui partent à la retraite à 59 ans. Pourtant, cela a suscité une énième grève, suivie par 272 contrôleurs aériens. 272. Conséquence, en 3 jours, plus de 2000 vols annulés et 500 000 passagers cloués au sol. J'ajoute qu'ils sont responsables de 35% du retard aérien en Europe, sans compter les périodes de grève, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Combien de temps encore allons-nous devoir supporter ça? Monsieur le ministre, quelles mesures le gouvernement entend-il prendre pour mettre un terme au chantage révoltant d'une minorité syndicale qui se croit tout permis? Bon, on voit qu'il y en a un qui a choisi son camp. La parole est au ministre chargé des Transports, M. Philippe Tabarot. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Verzelen. La semaine dernière, vous l'avez rappelé, des centaines de milliers de passagers ont été bloqués dans nos aéroports. 50% des vols annulés sur Nice, Bastia et Calvi, 40% sur les aéroports parisiens. Voilà le bilan des premiers départs en vacances. Je tiens néanmoins à préciser que cette grève a été menée par des syndicats minoritaires et qu'elle était parfaitement irresponsable. Moins de 300 grévistes, vous l'avez dit, à peine 8% du total des contrôleurs ont suffi à paralyser le transport aérien français. Ce mouvement donne une image déplorable de la profession alors qu'une grande majorité des contrôleurs aériens ont à cœur de faire correctement leur travail. Les conséquences sont lourdes, des millions d'euros de pertes pour les compagnies aériennes, 20 000 € par vol annulé. Notre compagnie nationale Air France, dont l'État est actionnaire, je le rappelle, à 30%, a été directement touchée. Ce que j'aimerais surtout souligner, c'est que derrière ces chiffres, ce sont des passagers qui ont été impactés. Parfois des familles qui ont économisé toute une année pour s'offrir ces vacances ou pour voir certains proches qui n'ont pu les retrouver. La DGAC a initié depuis longtemps un dialogue avec les syndicats. J'en ai marre de ce discours à chaque fois, d'instrumentalisation comme ça. S'agissant de la réforme du secteur et de la mise en place de la fameuse badgeuse, je veux être clair, nous ne reculerons pas sur sa mise en œuvre. C'est avant tout un enjeu de sécurité. Une mesure concrète après l'incident grave, vous l'avez rappelé, de Bordeaux-Mérignac, où une collision a été évitée de justesse. Cette grève ne m'arrêtera pas pour aller au bout de la réforme. Le droit de grève est un droit constitutionnel, mais ce droit s'accompagne de responsabilités et cela n'a pas été le cas le week-end dernier. Ma ligne de conduite face aux mouvements sociaux reste le même. Le dialogue social, oui. Le chantage, c'est non. Donc le conclave des retraites, c'était du dialogue social, c'était pas du chantage. Quelques secondes. Monsieur le ministre, merci de votre réponse, merci de votre implication. On vous souhaite bon courage et on est avec vous. La parole est à notre collègue. Ça respecte son temps de parole pour l'instant. Pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Les sociaux-démocrates. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord, si vous le permettez, au nom du groupe RDSE, adresser à la famille d'Olivier Marleix, et en particulier à son frère Romain, mais aussi à tous ses amis, nos condoléances et pensées les plus attristées. Monsieur le ministre, en ce début de Tour de France, je ne sais pas si le projet de loi des finances pour 2026 sera un Himalaya, mais ce sera à coup sûr un col de première catégorie. Nous avons le maillot jaune pour la dette, pour le déficit, pour le taux de pauvreté avec 10 millions de nos concitoyens. Et nous sommes lanterne rouge pour le taux d'emploi, 69% contre 77% en Allemagne. Ce n'est que dans la justice fiscale et sociale que les Français accepteront les efforts. Or, depuis un an, les signaux que vous envoyez sont tous négatifs. À l'automne, on dénature la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, plus de 200 000 € par an.
en y intégrant l'optimisation fiscale. À Pâques, la taxe Cum sur les dividendes, votée ici même à l'unanimité, a été anéantie par un tour de passe bercynien. Enfin, le 11 juin dernier, vous vous êtes opposé à l'instauration de la taxe dite Zugman sur les hauts patrimoines. Pour ma part, pour être positif, je vous propose d'autres pistes d'économie. Par exemple, l'alignement de normes françaises sur nos voisins européens. Selon certains experts, il y aurait là une source d'économie de 60 milliards. Ou encore sur les frais généraux de nos ministères et de nos administrations, supérieurs à 50% à ceux de nos voisins. Envisagez-vous, Monsieur le Ministre, d'ouvrir la chasse aux mammouths bureaucratiques? Car depuis Claude Allègre, c'est désormais un troupeau de mammouths qui pleuvent nos ministères et qui dévorent chaque jour nos finances publiques. Bon, question sur le budget 2026. J'aime bien la figure de style avec le Tour de France parce qu'il passe là actuellement à côté de chez moi. Donc vous risquez d'entendre l'hélico dans le micro, hein, je tiens à signaler. Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur. Alors, Marc Ferracci. Ah bon, c'est lui qui répond. Vous avez posé des constats lucides. C'est effectivement un sommet très élevé qui se présente devant nous. Un déficit public en 2024 de 6%, une dette qui dépasse les 110% du PIB, une charge de la dette qui excède désormais les 60 milliards d'euros. Réduire la dette, réduire les déficits est une ardente nécessité pour retrouver des marges de manœuvre, pour pouvoir investir dans l'avenir, et aussi pour garantir notre souveraineté, notamment vis-à-vis des marchés financiers. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a posé et maintient le principe d'une réduction de la trajectoire des finances publiques afin d'atteindre un déficit de 3% en 2029. Cette trajectoire, elle est crédible, et elle est crédible parce qu'elle s'appuie sur un certain nombre de principes. Le premier principe, vous avez fait référence à la fiscalité, c'est la stabilité fiscale. La stabilité pour les entreprises qui ont besoin de visibilité à long terme afin d'investir. La stabilité également pour les particuliers et en particulier ceux qui travaillent, ceux qui vivent de leur travail et dont le pouvoir d'achat doit être préservé. Le deuxième principe, c'est l'idée selon laquelle nous devons d'abord agir sur les dépenses. Agir sur les dépenses, ça signifie affirmer que les efforts doivent être partagés et équitables entre l'État, les collectivités territoriales et la sécurité sociale. C'est aussi, donc entre les plus pauvres et les plus pauvres. Se préoccuper de l'efficacité de la dépense publique, évaluer de manière systématique et ne pas avoir peur de couper dans les dépenses qui n'ont pas prouvé leur efficacité au service de l'intérêt général, au service des Français. Enfin, le dernier principe auquel nous sommes très attachés, 10 millions de pauvres, c'est pas assez. Et la croissance future. Ça signifie continuer à faire des réformes, et en particulier des réformes structurelles qui nous permettent d'élever notre taux d'emploi. L'écart de taux d'emploi avec les pays voisins explique en grande partie nos difficultés budgétaires, nos difficultés financières. C'est à cela que nous devons nous atteler. Nous avons un cap et nous le tiendrons. Je vous remercie. Monsieur Billac, quelques secondes. Ouais, hein, Gérard, quelques secondes. Hein. Ça marche pas. Non, ça marche pas. La réforme fiscale associée à une politique sélective du crédit fournira les moyens d'une action visant le double objectif de la justice et de la productivité. C'était Pierre Mendès France le 3 juin 1953. Merci. Ça cite Claude Allègre et Mendès France. Pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Les socialistes maintenant. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, au nom de mon groupe, je souhaite tout d'abord avoir un mot et une pensée pour Olivier Marleix et pour l'ensemble de ses proches, lui qui était particulièrement engagé sur les questions de souveraineté. Et ça permet de faire le lien avec la question d'actualité que je souhaitais vous poser, à savoir les finances des collectivités. Les collectivités qui sont aujourd'hui confrontées à un effet non pas ciseau, mais un effet cisaille, avec des dépenses qui progressent alors que leurs recettes sont stables, des dépenses qui progressent de la faute de l'État, point d'indice, CNRACL, transfert de charges. Sur les investissements, il faut être là aussi très clair, les investissements sont stables parce que les collectivités ont davantage recours à l'emprunt et font fondre leur trésorerie. Dans le même temps, on rappelle que les collectivités locales n'ont pas le droit d'être en déficit. Sur la commande publique qui rappelle structurant pour le soutien à nos entreprises locales. Dans le même temps, l'État est défaillant. Fonds national des aides à la pierre, il disparaît. Sur les mobilités, il n'est pas au rendez-vous. Vous avez missionné l'IGF, Monsieur le Premier ministre, le 19 mai dernier pour une étude sur la révision
des aides, des subventions d'investissement aux collectivités avec une possibilité de fusion des ETR, des CIL et des autres dispositifs, de réduction du FCTVA, alors que nous avions voté ici même l'annulation de la réforme voulue par votre prédécesseur. Donc nous vous demandons la publication de cette étude. Et ensuite, Monsieur le Premier ministre, quelles sont vos intentions? Est-ce que vous comptez réserver un traitement extrêmement sévère avec 8 milliards d'économies, avec le retour des contrats de Cahors, avec une année blanche? Monsieur le Premier ministre, les élus ont le droit de savoir. Je vous remercie. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour aider les collectivités François Rebsamen, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Qui font partie des collectivités qui gèrent les mieux leurs comptes. Ce sont elles qui gèrent les mieux les comptes. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Uzenat, j'ai réuni avec mes collègues sous la responsabilité du Premier ministre l'ensemble des associations d'élus à Wrocław au ministère pour débattre franchement à partir de chiffres précis, objectivés, de l'état des finances locales. Cette méthode a été unanimement saluée par l'ensemble des participants. Plusieurs groupes de travail ont été mis en place et ont rendu un certain nombre de conclusions. S'agissant, parce que c'est de ça que vous voulez parler, de la contribution des collectivités locales qui se pose, la question qui se pose, c'est à quelle hauteur et comment faire. Nous avons deux voies, bien sûr. Il y a la partie qui concerne le fonctionnement et il y a la partie qui concerne l'investissement. Alors, pour ce qui est de la visibilité, nous souhaitons donner, effectivement, ça a été dit dans ces groupes de travail, nous souhaitons donner de la visibilité, notamment en matière d'investissement aux collectivités locales. Ça pourrait faire l'objet d'ailleurs d'annexes à la loi de finances sur les 3 prochaines années. C'est un engagement que nous avons ensemble évoqué. Et puis, donc tous les projets qui sont cofinancés par les mairies, les départements, les régions, l'État. Les dépenses en matière de fonctionnement des collectivités locales en 2024. Nous ne pouvons que nous en féliciter. À partir de là, je voudrais dire que des engagements ont été pris l'année dernière et je peux confirmer ici que ces engagements seront tenus. Je pense notamment au remboursement de 30% du DILICO qui avait été décidé par le Sénat et adopté. L'État a donné sa parole de rembourser un tiers. Ce tiers sera remboursé. Et puis d'autre part, ensemble, nous réfléchissons bien sûr à fournir des éléments de réflexion. Et c'est le Premier ministre qui bien sûr donnera sa vision le 15 juillet sur l'ensemble du dossier. Je vous en remercie. On n'attend plus que ça, hein. On attend le 15 juillet avec impatience. Merci. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous essayez de vous acheter du temps en annonçant les mesures après la fin de la session extraordinaire. Tout le monde l'aura. Ah, je l'aurais pas mieux dit. Monsieur le ministre, les élus locaux ne partagent visiblement pas tous votre sentiment parce qu'ils parlent de perte de temps sur les négociations. En l'occurrence, après les 7 milliards que vous leur avez demandé d'efforts pour 2025. Là, c'est une solution absolument amère qui se prépare. Nous nous demandons le respect, le soutien des collectivités locales pour l'emploi, pour la transition, pour la souveraineté, de la justice. Et donc, nous serons de notre côté, nous, au rendez-vous. Je vous remercie. Oui, parce qu'on leur demande 7 milliards cette année, on va leur demander 10 milliards l'année prochaine, etc. etc. Les communistes. On demande toujours plus aux collectivités, alors que ce sont elles qui gèrent de manière exemplaire les comptes de l'État. Nul ne peut ignorer la gravité du moment. Aussi les mots d'Émile Zola. Lorsque l'avenir est sans espoir, le présent prend une amertume ignoble. Vous préparez le budget, seul, sans contrôle du Parlement, sans majorité populaire. Quelle est votre vérité démocratique quand vous préparez la pénurie dans le quotidien de 99% des Français? Quelle est votre vérité démocratique sur la justice sociale et fiscale? Les aides aux entreprises constituent le premier poste de dépense de l'État. 211 milliards. C'est 2,5 fois le budget de l'éducation nationale. De quelle majorité populaire et politique vous réclamez-vous pour imposer ces nouveaux sacrifices aux Français? Pour une question qui va directement à l'envoyeur. Pour vous répondre, la parole est au Premier ministre. Et c'est le Premier ministre qui répond, puisqu'il est président du groupe. Et je vous rappelle que je mesure le temps de parole du Premier ministre. Merci, mesdames et messieurs les sénateurs. Même s'il n'a pas de limite de temps de parole. Il me semble que le ton de votre question mérite une réponse mesurée. Ah, ce serait une première. Simplement pour vous dire que vous confondez les responsabilités de l'exécutif et du législatif.
Il est sérieux? Dites que nous préparons le budget. Le budget, c'est vous qui l'adopterez. Mais il est de la responsabilité de l'exécutif de fixer le cadre de la proposition qu'il va faire. Et à partir de quelle légitimité? Du La 49.3 succession de tous les courants politiques présents sur ces bancs depuis 50 ans a plongé notre pays dans une situation des finances publiques comme il n'y en a jamais eu. Voilà, la strate de François Bayrou, c'est pas moi, c'est les autres. On est dans une situation... J'ai fait faire la revue des interventions de chacun de ceux qui, à gauche, sont intervenus sur les budgets ces 8 dernières années. Ils sont plusieurs centaines. Pas un seul n'a demandé 1 euro d'économie. Pas un seul. Vous avez tous, sans exception, demandé des dépenses nouvelles. Oui, et des recettes nouvelles. Des impôts nouveaux. Oui, bah oui, des recettes nouvelles. Écoutez-le. Ah, le micro qui sature. Alors que nous le mien, il sature pas. Alors que nous sommes le pays le plus imposé du monde, si l'impôt suffisait à faire la prospérité d'un pays, notre nation serait la plus prospère sur la planète aujourd'hui. Et ces constats-là, excusez-moi de vous le dire, ils créent non pas seulement une légitimité pour le gouvernement, mais un devoir pour le gouvernement de proposer des réponses. C'est ensuite le Parlement qui choisira. Et je vous le dis, qui choisira pas 49.3. Ses responsabilités. Le gouvernement n'éludera pas les siennes. Je vous remercie. Bon, il a fait 2 minutes. Dis donc. Et il est Premier ministre, hein, il pouvait faire un quart d'heure s'il voulait. Merci. Bon, nous, on veut pas. Votre réponse modérée, Monsieur le Premier ministre. J'aime bien son second degré. Vous adressez aux Français avec un budget un peu en catimini, Monsieur le Premier ministre. Vous consultez. Mais je vous le dis, la France, ce n'est pas une démocratie consultative, hein, Monsieur le Premier ministre. La démocratie, c'est 1, le vote des Français. Oui. 2, la représentation nationale. Oui. 3, la République sociale. Et les 3 sont contournés. Les ultra-riches. Vous parlez sans cesse, Monsieur le Premier ministre, d'un effort partagé. Mais le peuple, lui, partage déjà la hausse des prix, la TVA sociale, les services publics qui ferment, les territoires qu'on abandonne. Un effort demandé aux ultra-riches, c'est une volonté populaire majoritaire. Cela devrait faire l'unanimité au Parlement. Monsieur le Premier ministre, qui dirige la France? Ceux qui ont perdu les élections? Et c'est bien le sens du raté, d'ailleurs, sur les retraites. Permettez-moi encore, qui dirige la France? Donald Trump ou les profiteurs de l'économie de guerre? Une nouvelle dépense militaire portée à 3,5% du produit intérieur brut. Conclure. Parce que le président des États-Unis et chef de l'OTAN l'exige, vous cherchez 40 milliards, et il y a déjà 100 milliards d'orientés vers l'économie de guerre. Merci. La parole est à notre collègue François Très remonté. Pour le groupe de l'Union centriste. L'Union centriste, donc les députés, les sénateurs de François Bayrou, donc voilà, qui ne sont pas macronistes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. Ah oui. Monsieur le Premier ministre, vous avez annoncé hier devant les préfets et réunis à Chartres une importante réforme de l'action territoriale de l'État. Ah oui, j'en ai entendu parler. Nous ne pouvons que souscrire à ces constats et à ces objectifs. Les attentes exprimées par nos concitoyens sont fortes en termes de proximité, de lisibilité et d'efficacité de l'action publique. Ici même au Sénat, Chambre des territoires, qui pourrait dire le contraire, quelle que soit sa sensibilité politique. Cela fait des années que le groupe UC auquel j'appartiens et l'ensemble des groupes politiques plaident pour une relance de la déconcentration territoriale. À l'heure des grandes interrégions, donner plus de pouvoir aux collectivités territoriales. De la multiplication des opérateurs de l'État, la nécessité est plus pressante que jamais. Pour répondre à cette urgence, vous dites vouloir conforter le département comme échelon de référence pour la mise en œuvre des politiques publiques de l'État et renforcer l'autorité du préfet sur l'ensemble des administrations. Nous ne pouvons qu'applaudir à ce programme parce que pour éviter la cacophonie dans nos départements, il nous faut un chef d'orchestre des politiques publiques. Mais comment croire que la volonté exprimée hier ne restera pas lettre morte? 10 ans après l'adoption de la charte de la déconcentration et 5 ans après la dernière réforme de l'organisation territoriale de la République, rien n'a changé. Il y en a une en 2020. Les prédécesseurs ont fait des annonces comparables
sans qu'elle ne soit suivie d'effet. En 2020, durant la pandémie, nous avons loué les vertus de l'État agile, mais l'État demeure bien rigide, trop rigide. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous assurer que la simplification de l'État est enfin sur les rails? Simplification, je suis pas sûr. Hein. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Eh bien, décidément. N'oubliez pas que je mesure le temps de parole du Premier ministre. Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Bonneau, je vous donne l'assurance que ce ne sont pas des promesses, que ce n'est pas un programme, que c'est annonce de décisions qui vont entrer en application dans les jours qui viennent. Bon, bah voilà, fin de la réponse. Alors, de quoi s'agit-il? Tous les élus et toutes les expressions parlementaires ont à un très grand nombre de reprises dénoncé l'illisibilité, la difficulté qu'il y avait à rencontrer de véritables responsables de l'action de l'État, que les agences, les organismes publics ne permettaient pas d'avoir une lecture et une efficacité. Je ne suis pas sûr que la prochaine réforme le permettra. En regroupant la totalité des acteurs publics sous l'autorité, la coordination et l'influence du préfet de département, à telle enseigne que les préfets pourront demander que soit remise en question une des décisions des agences, par exemple, qui leur paraîtrait ne pas être cohérente avec les principes et les priorités de l'action de l'État. Nous avons décidé, deuxièmement, d'élargir le droit de dérogation du préfet, et il faudra de cette manière aussi que nous puissions examiner la manière de protéger les préfets, vous allez le faire pour les élus locaux, d'une mise en cause pénale qui serait excessive. Ça, c'est évidemment la deuxième chose. Et nous avons fait en sorte que les préfets soient désormais destinataires, avant leur publication, de toutes les décisions qui seront prises par les acteurs publics au nom de l'État. C'est une très grande réforme de réorganisation de l'État local. Nous sommes entrés aussi dans Regarde les questions d'actualité au gouvernement. Est-ce que tu connais ce format? Et pour moi, ce n'est pas seulement de la déconcentration. C'est aussi moi, je suis pas concentré. Pour la décentralisation. Parce que les élus locaux ont besoin d'avoir un interlocuteur en face d'eux qui soit un interlocuteur compétent, ayant des capacités d'agir et fiable dans son expression. Pour l'instant, il y a beaucoup d'éléments de langage. Démentis par d'autres. C'est la raison pour laquelle, on l'a vu au moment du Covid, la mise en valeur du couple maire-préfet, auquel nous avons tous rendu hommage, est un exemple de cette démarche. Un élu du territoire, compétent et responsable, ayant en face de lui un interlocuteur capable de porter la parole de l'État. Je vous donne raison sur un point, monsieur le sénateur, c'est que des annonces ont été multiples sur ce sujet. Ça fait des années qu'on essayait de faire avancer cette réforme, plus de 10 ans en tout cas. Le décret date de 2004. Et cette fois-ci, nous n'allons pas seulement nous contenter d'affirmations, de propositions, mais les décisions vont être prises et vous aurez à en connaître pour l'aspect législatif de ces réformes. Merci beaucoup, je crois que c'est très important. Très important, mais ça reste très flou. François Bonneau. Oui, monsieur le Premier ministre, nous attacherons les uns et les autres à vérifier sur le terrain que ces annonces soient bien suivies d'effets. Je vous remercie. Merci. Ah bah on va chercher les effets et les faits. Madame Raymonde Poncet Monge pour le groupe écologiste Solidarité et Territoire. Les écologistes maintenant. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, à l'issue du défunt conclave, le Premier ministre a beaucoup communiqué sur les points d'accord relatifs à des mesures qui, sans être négligeables, n'en demeurent pas moins des mesures modestes d'atténuation de la brutalité de votre réforme des retraites. 6 mois gagnés sur la décote, réduction à 23 ou 24 ans du calcul de la retraite pour les maires, réintégration de 3 critères de pénibilité que vous aviez sortis en 2017, mais sous condition et sans ouvrir droit à partir plus tôt. Quelques points de désaccord persistent que le Premier ministre se promet de trancher.
Mais un point d'accord a été totalement silencié. Et comme vous envisagez d'inclure dans le prochain projet de financement de la sécurité sociale les points d'accord, je souhaiterais que vous l'évoquiez devant le Parlement. Le déficit des retraites en 2030, soit environ 6 milliards, qui provient de la baisse des recettes, serait totalement financé par une sous-indexation indifférenciée des retraites sur 5 années. Ma question est donc, considérez-vous l'ajustement structurel de résorption du déficit des retraites au moyen de la baisse programmée du pouvoir d'achat de tous les retraités comme un point d'accord des participants de la délégation susceptible dès lors d'être porté dans notre prochain budget? Pour vous répondre, la parole est à la ministre Catherine du Vautrin, Travail et de l'Emploi, Madame Padossian-Bouvet. Ah non, Panosian. C'est pas Catherine Vautrin qui répond. Merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Raymonde Poncet-Monge. Ce n'est jamais un échec que de dialoguer. Et le dialogue social, auquel je sais combien cette Chambre est profondément attachée, est une richesse démocratique et renforce la démocratie représentative. Nous souhaitons d'abord remercier Jean-Jacques Maretz pour le travail mené au cours de ces 4 derniers mois auprès des partenaires sociaux. Et nous voulons également saluer l'esprit de responsabilité des partenaires sociaux qui ont décidé de mettre de côté certains sujets épineux comme l'âge de la retraite pour pouvoir négocier plus sereinement sur des sujets importants. Et c'est ce format inédit de discussion qui a permis plusieurs points de convergence. Et là, nous avons peut-être un point de divergence, Madame la sénatrice, qui ne sont pas si négligeables que ça. L'impératif de retour à l'équilibre d'ici 2030, l'amélioration de la situation des femmes avec une meilleure prise en compte de la maternité et des carrières hachées, la question effectivement de l'abaissement de l'âge de départ à taux plein sans décote ou une prise en compte de la pénibilité des risques ergonomiques dans la prévention qui est effectivement un retour à la réforme de 2014. Il a aussi permis d'aborder sans dramatiser des questions qui étaient épineuses auparavant, la question de la capitalisation, la question du financement de la protection sociale au sens large. Les écologistes font la gueule. Le Premier ministre l'a dit, nous prendrons nos responsabilités en présentant un texte, enfin des dispositions de compromis dans le cadre du PLFSS de cet automne pour reprendre ces points de convergence, mais qui seront de toute façon financés parce que l'impératif, c'est le retour à l'équilibre d'ici 2030. Merci. Ils vont faire la même technique, Babette, de le mettre dans le PLFSS. Madame Poncet-Monge. Votre non-réponse confirme que vous reprenez le point d'accord sur la sous-indexation. Dans le passé, les retraités ont participé aux efforts de dépenses et recettes. Cette attaque indifférenciée ne relève en rien d'un souci d'équité. La sous-indexation qui impactera le revenu disponible des plus modestes, vous voulez la mettre en œuvre. En France, le taux de pauvreté est au plus haut depuis 20 ans. 10 millions de pauvres, record battu depuis 1996.1996. Sociale que vous programmez avec cette mesure de sous-indexation, c'est notre modèle social que vous fragilisez encore. Donc les écologistes ne sont La pas parole du est à tout notre convaincus. collègue Jacqueline Eustache-Brinio pour le groupe Les Républicains. Les Républicains. Merci. Certainement un hommage aussi. Ah, problème de micro. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre. Lequel? Cécile Colère et Jacques Paris arrêtés en Iran le 7 mai 2022. Christophe Glaise arrêté à Alger le 28 mai 2024. Boualem Sansal arrêté à Alger le 16 novembre 2024. Tous condamnés pour des raisons qui n'en sont pas. Atteinte à l'unité nationale, outrage à corps constitué, apologie du terrorisme, espionnage, complot pour renverser le régime et corruption sur terre. Tous otages politiques, tous victimes du régime dictatorial d'Alger et du régime terroriste de Téhéran qui conduisent une diplomatie des otages et que la France se doit par tous les moyens de faire libérer. La diplomatie nécessite de la discrétion, on le sait, mais près de 2 ans de silence sur le sort des otages en Iran n'ont rien apporté. Il est grand temps d'arrêter de rêver à des actes de clémence de tels régimes et d'affronter la dure réalité. Nos compatriotes, victimes innocentes d'un chantage politique, sont toujours sous les verrous et subissent une véritable torture psychologique. La faiblesse ne paie jamais face à un régime autoritaire. La diplomatie molle est une grave erreur et n'a manifestement aucun effet. La France ne veut pas être humiliée
ainsi plus longtemps. Pourtant, des outils sont à votre disposition pour contraindre et faire pression sur l'Algérie et l'Iran. Alors, qu'attendez-vous pour les activer? Saisir les autorités européennes afin de stopper le processus de renégociation de l'accord d'association UE-Algérie d'avril 2002, remettre en cause l'accord franco-algérien de 1968, inscrire le corps des gardiens de la révolution islamique sur la liste des organisations terroristes et cesser de mettre un veto à toutes ces initiatives sous prétexte que cela nuirait à la libération des otages. Alors, Monsieur le ministre, quelle est aujourd'hui la stratégie du président de la République pour les faire revenir en France? Donc la sénatrice Eustache-Brinio qui appelle la France à hausser le ton d'un point de vue diplomatique vis-à-vis de l'Algérie et de l'Iran. Notre collègue Thani Mohamed Sohaili. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio. Je vous prie tout d'abord d'excuser l'absence du ministre des Affaires étrangères qui est au sommet franco-britannique à Londres avec le Président de la République. Je rappellerai avant toute chose que les 2300 compatriotes détenus à l'étranger bénéficient, en particulier pour ceux qui le demandent, d'un accompagnement des services consulaires du ministère des Affaires étrangères. Toute la diplomatie française est à pied d'œuvre auprès des Français détenus arbitrairement. Je rappellerai notre mobilisation et l'immense soulagement à la libération de notre compatriote Ofer Calderon après 484 jours de captivité à Gaza. Soulagement aussi pour Olivier Grondeau, retenu 487 jours en Iran, et Théo Auclair après 422 jours de détention en Azerbaïdjan. Tout cela, c'est aussi le travail de la diplomatie française. Il y a ceux qui s'agitent ou dénoncent sans rien obtenir, ce qui aggrave la situation. Nous agissons à bas bruit avec la seule boussole du résultat. Il s'agit parce que l'escalade n'est jamais une bonne solution. De situations dramatiques, pas de dossier pour venir nourrir une polémique. S'agissant des cas que vous évoquez, Cécile Collère et Jacques Paris, qui sont otages en Iran dans des conditions indignes, assimilables à de la torture. Depuis 3 ans. Après de fortes pressions exercées, nous avons obtenu une visite mardi dernier et avons pu nous assurer directement de leur état de santé. Nous enjoignons les autorités iraniennes à mettre fin à leur calvaire en les libérant sans délai. S'agissant de notre compatriote Boualem Sansal, sa condamnation en appel est totalement injustifiable. Nous le redisons aux autorités algériennes, il faut trouver immédiatement une issue digne à la situation de notre compatriote, compte tenu de son état de santé et des considérations humanitaires. Tous les efforts sont déployés en ce sens. Pour Christophe Glaise, enfin, depuis le premier jour de son arrestation en mai 2024, nous sommes à ses côtés. Gérard, il faut se réveiller. Aussi assurer de la protection consulaire tout au long de son contrôle judiciaire. Le ministre Barrot s'est lui-même entretenu avec les proches de Christophe Glaise samedi dernier. Nous resterons là aussi pleinement mobilisés. Donc il se réveille à 2 minutes 18, Gérard Larcher. Très bien. À notre collègue Solange Nadi pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Les macronistes. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Voilà, là, ça Depuis précise. le début de l'année 2025, l'archipel Guadeloupe fait face à une flambée dramatique de la violence. On dénombre désormais 29 homicides, dont près de 18 par arme à feu. Mercredi dernier encore, un homme est décédé au centre hospitalier de Guadeloupe après avoir été grièvement blessé par balle au petit matin. Ces chiffres, aussi tragiques que répétés, traduisent une insécurité croissante dans mon territoire où le narcotrafic et la circulation d'armes ne cessent de gangréner le tissu social. Et ce sont souvent les plus jeunes qui en paient le prix fort. En Guadeloupe, les victimes ont parfois 17, 16, voire 13 ans. Face à cela, les réponses répressives indispensables ne sauraient suffire, Monsieur le ministre. Augmenter les effectifs de police ne constitue qu'un pan de la réponse. Il faut aussi agir sur les causes profondes de cette violence. La déscolarisation, la perte de repères, la désocialisation, autant de facteurs qui nourrissent la marginalisation. L'éducation nationale alerte elle-même depuis les années 2000. Les populations scolaires des départements et régions d'outre-mer sont au constant recul pour tout degré scolaire confondu. Les niveaux sont en baisse.
Le décrochage scolaire est une réalité. L'absence de formation est une réalité. Dans ce contexte, ma question est simple et espère une réponse claire de votre part. Le gouvernement envisage-t-il, en lien avec les collectivités locales et les acteurs de terrain, la mise en place d'un contrat territorial de prévention et de sécurité spécifique à la Guadeloupe? Et surtout, quelles mesures concrètes compte-t-il prendre pour agir sur les causes structurelles de la violence, en particulier chez les jeunes? À la veille du comité interministériel des Outre-mer, c'est aussi l'occasion pour le gouvernement d'entendre les doléances des élus et des citoyens et de proposer enfin des réponses concrètes, durables et efficaces face à une spirale de violence qui chaque jour endeuille des familles. Je vous remercie. Qu'est-ce qu'on fait pour les Outre-mer, sachant qu'il y a une situation très particulière? Ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, donc. Président du Sénat, Madame la sénatrice, vous me permettrez, Monsieur le Président, oui, de joindre à l'hommage que vous avez rendu, vous et le Premier ministre, à Olivier Marleix, brutalement disparu, en commençant d'ailleurs par cette phrase de la grande philosophe Simone Veil. Encore? Qui avait écrit ces mots: chaque être crie en silence. Mais il a fait la même hier. Crie en silence. Parce que dans chaque vie humaine, dans chaque existence humaine, il y a une part de douleur secrète, de souffrance sacrée, de souffrance cachée. Et souvent, ces souffrances et douleurs nous sont inaccessibles, incompréhensibles. Parfois, on se demande qu'est-ce que nous avons pu louper? Quel signe faible nous n'avons pas vu? Pour nous, Olivier Marleix était une figure, un repère, une fidélité française, une figure de l'Assemblée nationale. Tout à l'heure, nous examinerons un texte et je siégeais à ses côtés. La semaine dernière, il était rapporteur d'un texte d'initiative sénatoriale. C'était un législateur hors pair. C'était aussi une figure de l'Eure-et-Loir, de la 2e circonscription, et c'était aussi une figure de notre famille politique, permettez-moi de le dire. C'était aussi un point de repère. C'était un repère parce que Olivier Marleix avait une exigence intellectuelle et une grande droiture morale. Et enfin, une fidélité. Une fidélité à des convictions qui étaient, pour ce qui le concerne, pour ce qui me concerne, des convictions gaullistes, qui dessinaient chez lui, chez nous, comme un idéal français. Voilà les quelques mots que je voulais dire en remerciant les uns ou les autres qui ont pu tout à l'heure sur ces bancs lui rendre hommage. Je voudrais, Madame la sénatrice. Allez, on y va pour la réponse. Non, on n'y va pas. Je voudrais on y va. Répondre à votre question pour vous dire que je suis comptable, bien sûr, de la réponse sécuritaire. Vous avez totalement raison. Dans tous les drames que nous vivons, dans l'Hexagone, mais aussi en Outre-mer, la seule réponse sécuritaire, judiciaire, elle ne suffit pas. Mais je suis ministre de la Sécurité, de l'Intérieur. Vous avez raison, vous avez égrené des chiffres. Ils sont épouvantables. Ces chiffres ont une cause racine, c'est la criminalité organisée. Le texte est désormais promulgué. L'état-major, qui va présider justement au renseignement, aux enquêtes, est désormais à pied d'œuvre. Ce sera vraiment une aide. Ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, au moment où je vous parle, dans l'archipel, il y a 4170 policiers, gendarmes. L'an dernier a été créée une nouvelle brigade à Goyave. Nous allons renforcer le dispositif avec un nouveau escadron de gendarmes mobiles, avec un peloton d'intervention de la garde républicaine et aussi en projetant des enquêteurs depuis l'Hexagone sur le territoire pour pouvoir dénouer des enquêtes qui tardent trop. Ça ne suffit pas. Nous avons mis en œuvre depuis un mois une nouvelle stratégie de sécurité parce que, en fait, c'est la route de la drogue, vous le savez parfaitement, puisque l'archipel est coincé entre les pays producteurs et les pays consommateurs, Amérique d'un côté, Europe de l'autre. Et la drogue, elle arrive par la mer, par les plages, par le port. Elle part aussi par l'aéroport. Et dans ce plan, il y a justement une sécurisation des plages, du port et de l'aéroport. Je vous tiens un engagement. Je me rendrai en août aux Antilles, à la Martinique, en Guadeloupe, pour m'assurer sur place que toutes les dispositions soient bien prises et pour toucher du doigt le problème. Parce que j'en parle ici, mais je veux le toucher du doigt et je veux recueillir aussi les avis des élus. Merci.
Merci. Pile poil le temps de La parole. parole est à notre collègue Clément Pernaut pour le groupe Les Républicains. Allez, le retour des Républicains. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, Jura, après les 18 occupations illégales de terrain par les gens du voyage en 2024, ce sont à ce jour, pour 2025, déjà 23 stationnements illicites qui sont recensés par la préfecture, avec bien évidemment son cortège de mauvaises conséquences trop connues. Dégradation, branchements illégaux, incivilités, pression, menaces. Ces campements délictueux ne sont plus l'exception, ils deviennent la règle. Ce phénomène national victimise principalement les maires, impuissants, exaspérés face à ces comportements inacceptables et qui doivent également gérer la colère de leurs habitants. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de stigmatiser une population, mais vous en conviendrez, le droit à la diversité impose des devoirs, à minima le respect des lois des élus, des forces de l'ordre et des biens d'autrui. C'est la base du contrat républicain. La lourdeur des procédures d'expulsion, malgré les bonnes volontés préfectorales, in fine, organise des séjours quasi autorisés d'au moins une semaine, favorisant les installations illégales. C'est un comble. Il est temps d'agir autrement. Pour ce faire, vous avez diffusé ce lundi une circulaire. Pouvez-vous nous préciser c'est un texte réglementaire. une réponse efficiente à la gestion de ce dossier dans l'attente d'une proposition de loi pour mettre définitivement un terme à cette mascarade estivale récurrente? Je vous remercie. Pour vous répondre, La question n'est pas étonnante puisque du coup les sénateurs sont élus par les maires. Donc voilà, ils sont leur relais principal. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Pernaut, je vais essayer de répondre en moins de 2 minutes à la question que vous venez de poser, qui est tout à fait essentielle. Il l'a fait en moins de 2 minutes. Il n'est pas dans la logique du gouvernement de lutter contre les gens du voyage, mais contre l'occupation illicite des terrains qu'ils occupent, ce qui est une différence notoire et qu'il faut rappeler. Nous avons mis en place avec le ministre d'État il y a quelques mois un groupe de travail sous la responsabilité du préfet Aloncle. Ce groupe de travail composé de parlementaires, députés et sénateurs, dont certains sont ici dans cet hémicycle cet après-midi, a rendu ses conclusions il y a 24 heures, 48 heures précisément. 22 propositions, dont une partie d'entre elles ont un caractère législatif et une partie d'entre elles a un caractère réglementaire. Dans le même temps, nous avons, avec le ministre d'État, adressé à nos préfets une circulaire parfaitement claire pour, dans le cadre de l'application du droit positif, leur donner des instructions et une stratégie. L'instruction est la suivante: désigner immédiatement un médiateur dans chacun des départements. Le deuxième point étant de désigner un sous-préfet en charge de déterminer dans les différents territoires les lieux ou les terrains susceptibles de pouvoir accueillir les gens du voyage. Et enfin, surtout, leur redire et peut-être leur permettre aussi de signer une convention avec les occupants potentiels destinée à apporter des garanties financières pour que les conditions d'occupation soient respectueuses et que la remise en état potentiel des terrains puisse être faite à leur charge. Et enfin, nous leur avons dit à chaque préfet, dans la mesure où les conditions juridiques sont parfaitement remplies, celles d'aujourd'hui, qui permettent d'engager des procédures d'évacuation, vous avez instruction de saisir les juridictions administratives pour pouvoir être efficace dans les délais les plus rapides. Voilà l'objet de la circulaire telle qu'elle s'est présentée, telle qu'elle a été adressée maintenant à chacun de nos préfets. Nous attendons bien sûr qu'à la suite des conclusions de ce groupe de travail des parlementaires, il y ait une initiative parlementaire pour qu'une proposition de loi soit déposée. Elle sera soutenue évidemment clairement par le gouvernement. Ce sera assez rapide maintenant, puisque chaque parlementaire s'est en saisi totalement des propositions qui ont été faites. Voilà, monsieur le sénateur, ce que je pouvais vous dire. C'est marrant que ça fasse l'objet d'une proposition de loi et pas d'un projet de loi. Le gouvernement, il ne veut pas se mouiller. Il est temps de passer donc des principes aux actes. Avec vous et Bruno Retailleau, nous sommes en confiance. Au mot juste que vous utilisez, doivent succéder maintenant les actes forts attendus des Français, des honnêtes gens.
L'autorité de Il faut l'État conclure là, ouais. doit être restaurée sur le territoire, sur tout le territoire. Merci. Attention, le temps de parole, hein, c'est 2 minutes. Pour le groupe socialiste, écologiste. Oh là, bah doucement. Doucement, Laurence, attends qu'il ait terminé sa phrase. Madame la ministre, vos trains, Les il y a socialistes. 8 jours, même endroit, même heure, ma collègue Colombe-Brossel vous interrogeait sur cette idée insensée qui consiste à financer l'augmentation du complément de mode de garde pour les familles monoparentales en leur reprenant, en supprimant le bonus qu'ont les mêmes familles monoparentales. C'est vrai qu'on avait vu cette question-là la semaine dernière. La semaine dernière, donc Mmh. j'y reviens. Mmh. J'y reviens avec des éléments nouveaux. Ces éléments nouveaux, ce sont les indicateurs sur la pauvreté parus cette semaine, qui nous apprennent que 10 millions de pauvres. mesure la pauvreté, jamais en France, il n'y a eu autant de personnes qui ont basculé dans la pauvreté. Notez bien que dans le même temps, jamais les riches ne se sont autant enrichis qu'ils l'ont fait depuis 2017. Ils ont multiplié par 2 leur patrimoine. En fait, le mantra du ruissellement, c'est une cascade d'argent pour une poignée de gens et des flots de misère pour beaucoup d'autres. Et dans ces statistiques, il y a la spécificité des familles monoparentales. Ce sont elles qui ont le plus augmenté en pauvreté depuis les derniers recensements. Plus 33%. Et aujourd'hui, plus d'un tiers des mères monoparentales et 40% des enfants sont dans la pauvreté. 300 000 familles ont basculé en 2023. Alors jusqu'à présent, nous vous demandions un statut pour les familles monoparentales. Aujourd'hui, ce n'est pas ça que je vous demande. Ce que je vous demande, c'est un plan d'urgence, un plan de sauvetage pour ces familles. Est-ce que vous allez agir ou est-ce que vous allez les laisser sombrer, elles et leurs enfants, dans la pauvreté ? Question très précise de Laurence Rossignol des Socialistes. Qu'est-ce qu'on fait pour les familles monoparentales les plus touchées par la pauvreté ? Catherine Vautrin répond. Président, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la ministre, je vais revenir effectivement sur le sujet que vous venez d'évoquer, à savoir celui des familles monoparentales et particulièrement celui de la situation de la pauvreté. Pour rappeler que, effectivement, l'enquête qui a été rendue publique avant-hier, comme tous les ans d'ailleurs, mesure le taux de pauvreté à partir du revenu médian. Lequel revenu médian, il faut quand même qu'on le prenne dans nos chiffres, a augmenté de 0,9%. Le deuxième est... Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui voient leur niveau de vie stagner, voire diminuer. Je prends les éléments factuellement. De la même manière, je prends tout aussi factuellement le fait que ces chiffres sont les chiffres de 2023 et qu'en avril 24, les prestations sociales ont augmenté de plus 4,6%. C'est strictement la situation. Je pense que quand on veut regarder une situation, on la prend totalement. Maintenant, pour répondre à la question que vous m'avez posée, Madame la Ministre, sur l'accompagnement des familles monoparentales et plus particulièrement Le taux de pauvreté prend en compte les prestations sociales, donc son argument tombe à l'eau. Sur les modes de garde. Et je reviens sur le complément mode de garde. Parce que si nous prenons là aussi les choses précisément, jusqu'à maintenant, le complément mode de garde, c'était 3 forfaits, circuler, il n'y a rien à voir. Aujourd'hui, la réforme que nous avons proposée, c'est le complément mode de garde prend en compte la composition de la famille, maman solo ou couple, le nombre d'enfants, le nombre d'heures nécessaires à la garde d'enfants. Et c'est à partir de là que l'on constate le reste à charge. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de notion de bonus, parce que chaque situation est unique et permet d'avoir une réponse qui augmente l'accompagnement de la famille. Deuxième élément extrêmement important, c'est que jusqu'à maintenant, nous étions de 3 à 6 ans. Pour les familles monoparentales, nous passons de 6 à 12 ans. Donc vous le voyez, c'est là aussi quelque chose de beaucoup plus complet, puisqu'on va plus loin dans l'accompagnement de l'enfant. On a une lecture qui est une lecture plus juste, parce qu'évidemment... Regardez comment, encore une fois, elle ne répond pas à la question. Concrète, le gouvernement est au rendez-vous. Merci. Madame Rossignol. Madame la ministre, 40% d'enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ça devrait vous bouleverser et vous mobiliser. Ce que vous proposez comme réforme du complément mode de garde, un engagement pris il y a au moins 2 ans par le gouvernement qui a été reporté, voilà, que vous avez à mettre en place, vous le financez néanmoins par la suppression du bonus pour les familles monoparentales. Allez leur expliquer, parce que, voyez-vous, moi, je crois à l'expertise des familles. Je crois que ces mères qui se débrouillent avec des budgets terribles savent exactement ce qui les attend avec ce que vous proposez. Nous aurons à en rediscuter. Et par ailleurs, je vous redis ce que j'ai dit il y a un instant, un plan de sauvetage, un plan d'urgence pour les familles monoparentales, parce que dans votre réponse, ça ne figurait pas.
La parole est à Laurence notre Rossignol n'est pas du collègue tout Jean convaincue. Massy pour le groupe Les Républicains. Allez, Républicains, de l'autre côté de l'échiquier maintenant. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Oula, ministres, dans le micro. collègues, Madame la Ministre, la forêt brûle, nos forêts, nos bois, nos collines brûlent. Alors que des millions de touristes rejoignent le sud, l'Occitanie et l'Aquitaine, des milliers de soldats du feu sont engagés sur l'arc méditerranéen dans une guérilla urbaine aux portes de Narbonne et de Marseille. Hier, dans le département des Bouches-du-Rhône, ce sont 7 départs de feu simultanés sur 5 communes différentes. Oh la Dans vache. l'Aude, il y a eu 11 départs de feu. Aujourd'hui, c'est dans l'Hérault. Et courage pour et les l'été ne pompiers. fait que commencer. Force à vous. Les interfaces entre la partie urbaine et les surfaces végétalisées sont des zones critiques. Les obligations légales de débroussaillement sont la mesure de prévention essentielle de la défense de la forêt contre les incendies et de protection des personnes et des biens. Parce que leur complexité induit un taux de réalisation trop faible, le législateur a décidé d'adapter et simplifier les modalités de leur mise en œuvre. Or, les projets de révision des arrêtés préfectoraux témoignent du contraire. 40 sénateurs vous ont alerté à ce sujet. Malgré votre réponse et une réunion avec vos services, la problématique demeure. L'application excessive des prescriptions environnementales va à l'encontre des objectifs de défendabilité de la forêt. Les dispositions sont aberrantes. Même les grands opérateurs, tels que les départements ou Enedis, s'engagent des recours. Les élus locaux et les administrés, qui rencontrent déjà des difficultés à contrôler et appliquer les arrêtés précédemment en vigueur, ne pourront pas s'approprier ces nouvelles règles. Il est urgent de privilégier l'augmentation massive du nombre d'OLD, réalisée essentiellement par les petits propriétaires. Il faut d'abord plus d'OLD avant de vouloir mieux d'OLD. L'impact sur la biodiversité des OLD est largement moins important que les conséquences d'un incendie si elles n'avaient pas été réalisées. Alors, Madame la Ministre, quand allez-vous simplifier votre circulaire d'application? Nos forêts brûlent. Pour vous répondre, la parole est à la ministre de la Transition écologique, de la forêt. Vous avez Biodiversité la parole, Madame et des maires. Agnès Pannier-Runacher. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Il faut Batti. se concentrer, Gérard. Face au dérèglement climatique, l'actualité nous rappelle chaque année un peu plus que la prévention incendie est essentielle, qu'elle sauve des vies, qu'elle protège les biens matériels. Je tiens à cette occasion à apporter au nom du gouvernement tout mon soutien à nos concitoyens ainsi qu'aux forces de secours mobilisées en ce moment pour contrôler des terribles incendies qui frappent notre pays. Force à vous. En juin dernier, et c'était à vos côtés, Monsieur le sénateur, dans le prolongement de votre loi de 2023, nous avons, avec le ministre de l'Intérieur, publié la stratégie nationale de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies. Cette stratégie fait écho à votre loi, dont l'ensemble des textes d'application a été publié, à l'exception du décret sur les coupures agricoles, qui est en cours de finalisation avec le Conseil d'État. Concrètement, nous améliorons notre identification des zones les plus vulnérables et nous donnons aux collectivités des outils clairs pour agir et prévenir les feux. Par ailleurs, nous avons renforcé les moyens de nos forces de secours, mis à jour leur doctrine d'emploi et lancé une nouvelle campagne de sensibilisation de nos concitoyens. Plus de 90% des feux sont d'origine humaine. Votre loi a instauré un renforcement de l'obligation légale de débroussaillement. C'est une mesure de bon sens pour nous protéger. J'ai spécifiquement demandé, Monsieur le sénateur, que les textes d'application de cette loi soient écrits en concertation avec les acteurs de terrain, de manière à respecter la volonté du législateur. Cela nous conduit à un arrêté national qui est ensuite décliné en arrêtés préfectoraux dans les 48 départements concernés par ces obligations. Fin juin, 16 d'entre eux avaient été publiés. Et pour beaucoup d'autres, les procédures d'approbation sont en cours dans cette concertation qui doit adapter les textes au terrain et prendre en compte justement cette compréhension dont nous avons besoin pour leur déploiement. J'entends vos retours, Monsieur le sénateur, et j'en prends bonne note puisque je vais redire au préfet cette nécessité d'adapter les arrêtés pour les rendre accessibles et tenir compte des réalités techniques et locales comme ils le font régulièrement. C'est d'ailleurs tout le sens de la réforme de l'action territoriale de l'État qui a été portée hier par Monsieur le Premier ministre. Faut conclure. C'est de dire que nous avons des textes. Je vais le faire puisque Gérard le fait pas. Garantit l'égalité des citoyens devant la loi, mais ensuite des adaptations locales portées par les préfets et qui permettent leur lisibilité et leur application sur le terrain. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour que cela soit fait et cela soit fait dans les prochaines semaines. Merci. Ah, on y était presque. On y Vous était avez presque à quelques 30 secondes. Si vous souhaitez. Quelques secondes. Je vous remercie, Madame la Ministre. Mais en la matière, on ne peut pas faire du en même temps. Il faut choisir clairement l'objectif que l'on veut atteindre. La meilleure façon de préserver la biodiversité, c'est d'éviter d'exposer les écosystèmes aux incendies.
Merci. La parole est à notre collègue Vincent Capo-Canellas pour le groupe de l'Union centriste. Le retour des centristes bayroutistes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le ministre, le Sénat est, vous le savez, attaché au dialogue social. Il est tout autant attaché à la liberté de nos compatriotes de circuler librement à la veille des départs en vacances. Ma question est simple. Comment envisagez-vous l'avenir du service de contrôle de la navigation aérienne après la grève de 2 jours la semaine dernière qui a conduit à l'annulation de près de 1800 vols? Cette grève, à l'initiative de syndicats minoritaires, intervient après la signature d'un protocole social en 2024 dont j'ai pu, au titre de la Commission des finances, chiffrer le coût annuel à 100 millions d'euros de mesures salariales supplémentaires. Cette grève était principalement motivée par un projet de badgeuse, projet très légitime, qui a été mis en place pour s'assurer du respect du temps de travail des contrôleurs. À quand les badgeuses au Sénat? Nous nous félicitons, Monsieur le ministre, de votre volonté de tenir Je pose des vraies cette questions. badgeuse Attention. et ce principe simple qui fait qu'un fonctionnaire doit assumer ses obligations en termes de temps de travail. Au-delà, comment pouvons-nous recentrer enfin le dialogue social sur les vrais sujets qui là encore ont été documentés par plusieurs rapports de la Commission des finances, c'est-à-dire l'avenir de ce service public qui doit veiller à assurer le meilleur service pour les voyageurs, pour les compagnies, pour l'ensemble de ceux qui veulent se déplacer. Et ce protocole social qui avait été conclu l'année dernière prévoyait des réformes pour plus de productivité, pour un meilleur service rendu. Irez-vous, Monsieur le ministre, au bout de ces réformes? Comment envisagez-vous la capacité de la France à redevenir un pays capable d'assurer un contrôle aérien digne de son rang et qui permette à chacun de voyager dans de bonnes conditions, en prenant également en compte, c'est l'intérêt de la modernisation, le fait d'avoir des trajectoires plus environnementales? Pour vous répondre, la parole est au ministre en charge des Transports, M. Tabarot. Le retour de Philippe Tabarot. Monsieur le Président, on ne l'a pas vu pendant des mois. Là, maintenant, il intervient. Je connais votre engagement constant, en particulier pour l'amélioration de la performance des transports aériens dans notre pays. Votre loi vise entre autres à encadrer le droit de grève des contrôleurs et votre travail, que je tiens à saluer, a démontré en partie son efficacité, notamment sur les déclarations préalables de 48 heures, mais à l'évidence n'est pas suffisante face au comportement de certains. Le mouvement de grève de la semaine dernière révèle que le transport aérien reste fragile face à une poignée de contrôleurs aériens portant des revendications injustifiées et provoquant des conséquences inacceptables par les passagers. Cette minorité a pourtant suffi, nous l'avons dit tout à l'heure, à désorganiser l'ensemble du trafic aérien français, révélant une vulnérabilité structurelle de notre système. S'agissant de leurs revendications, j'insiste, nous irons au bout de la réforme de la badgeuse. C'est une mesure de sécurité. S'agissant des rémunérations, des revalorisations importantes, vous l'avez dit, ont déjà eu lieu. Et dans le contexte de nos finances publiques, de nouvelles augmentations ne sont pas réalistes, voire déplacées. Enfin, s'agissant des prétendus sous-effectifs, nous avons déjà accéléré les recrutements, 160 recrutements par an pour les 2 prochaines années, contre 50 en 2021. Encore faut-il que ceux qui sont censés travailler soient bien à leur poste. Au-delà des contrôleurs, c'est l'image du transport aérien français qui est endommagée. Quelques jours après l'extraordinaire salon du Bourget qui a mis en valeur notre excellence aéronautique, c'est l'attractivité de la destination France qui en pâtit. La problématique dépasse le cadre social. Elle touche à la souveraineté aérienne française, à notre capacité à assurer la continuité du service public. Dans les prochaines semaines, j'entends bien mettre en place des actions concrètes pour poursuivre l'objectif que vous partagez, je le sais, monsieur le sénateur, disposer d'un contrôle aérien français à la hauteur de notre excellence. Dans le secteur aéronautique, nous ne lâcherons rien. J'ai réveillé Gérard Larcher. Monsieur Capo-Canellas, on lâche rien. Secondes. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Monsieur le Président, merci Monsieur le ministre de votre engagement et merci d'avoir rappelé le travail qui est mené ici sur l'ensemble des bancs et en particulier avec la Commission des finances et la Commission du développement durable pour veiller à moderniser les contrôles aériens. Je vous rejoins sur les effectifs. Il y a des efforts qui sont enclenchés. Il faut conclure. En prendre conscience. Merci. La parole est à notre collègue Pascal Gruny pour le groupe Les Républicains. Les Républicains, toujours. Monsieur le Président,
Madame la ministre de l'Agriculture, depuis près d'un mois, l'agglomération de Saint-Quentin est frappée par une vague d'intoxication sévère à la bactérie E. coli liée à de la viande contaminée. Cette crise sanitaire a déjà touché 32 personnes, dont 10 cas graves et malheureusement une enfant décédée. Je m'associe d'ailleurs à la peine des familles et tiens aussi à saluer les services de l'État, les élus locaux et les équipes de santé intensément mobilisés depuis le premier jour. Les premiers résultats des analyses réalisées en laboratoire sont formels. Il existe un lien biologique irréfutable entre les bactéries retrouvées sur plusieurs malades et celles retrouvées dans les 5 boucheries halal qui restent à ce jour fermées. Ces données sont désormais entre les mains du parquet de Paris, en charge de l'enquête judiciaire, qui, je l'espère, permettra de faire toute la lumière sur les causes de la contamination et d'établir les responsabilités. Ce dramatique épisode pose la question du respect des règles de traçabilité et de l'efficacité des contrôles des établissements vendant de la viande. Madame la ministre, pouvez-vous nous éclairer en toute transparence sur les moyens réels dont dispose notre pays pour garantir la sécurité alimentaire des Français? Ne faudrait-il pas renforcer encore les contrôles de traçabilité et les règles d'hygiène pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise à l'avenir? Parce que l'alimentation, c'est la santé, nous devons être intraitables avec ceux qui jouent avec les règles sanitaires et mettent gravement en danger les plus vulnérables d'entre nous. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci, Annie Monsieur Genevard. le Président, Mesdames et Fais Messieurs ton boulot, les sénateurs, Gérard. Madame la sénatrice Pascale Gruny. L'agglomération de Saint-Quentin, vous l'avez rappelé, est actuellement touchée par un épisode de toxi-infection alimentaire collective due à E. coli. Mes pensées vont aussi aux familles qui sont frappées par ces événements dramatiques et en particulier les parents de cette fillette qui y a perdu la vie. À ce jour, nous dénombrons 34 cas investigués et 15 hospitalisations. Dès la notification des premiers cas, des investigations ont été menées en étroite collaboration entre les services du ministère de l'Agriculture et ceux de la Santé. Dans le cadre de ces investigations, plusieurs boucheries ont été fermées. De nombreux prélèvements ont été effectués et sont en cours d'analyse et de séquençage. Vous m'interrogez spécifiquement sur les contrôles de sécurité sanitaire des aliments. Il est important, et je veux le dire à l'ensemble des sénateurs, de distinguer 2 types d'investigations. Il y a tout d'abord les actions qui sont menées lors d'une intoxication alimentaire collective, comme c'est le cas à Saint-Quentin. Elles conduisent à des enquêtes, à des prélèvements sur les denrées, les surfaces et dans l'environnement pour identifier l'origine de la contamination. Le nombre d'inspections et d'analyses peut varier et il n'est pas prédéterminé. Et puis, parallèlement, de nombreux contrôles sont menés annuellement par les services de mon ministère pour vérifier la sécurité sanitaire des aliments. Le ministère de l'Agriculture est en effet chargé de la police sanitaire unique, le fonctionnement des établissements de production, de transformation ou encore de distribution et le respect des règles de traçabilité. La programmation des inspections est établie sur la base d'une analyse de risque fondée sur les connaissances scientifiques en matière de danger et d'exposition des consommateurs. Chaque année, plus de 410 000 inspections sont réalisées et près de 75 000 prélèvements sont effectués dans le cadre de la sécurité sanitaire de l'ensemble de la chaîne alimentaire. Dès qu'une non-conformité est décelée, les mesures qui s'imposent sont prises. Soyez assurée, Madame la sénatrice, de la pleine mobilisation de quelque chose qui est fondamental dans notre pays, la sécurité sanitaire de l'alimentation. On a atteint les 2 minutes 30, c'est validé, la prédiction est validée. Merci Madame la Ministre. Moi je voulais quand même vous signaler que la direction départementale de la protection des populations n'a pas de liste mise à jour des boucheries. Donc je pense quand même qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Donc merci parce qu'on peut compter sur vous, je le sais, mais il faut protéger nos concitoyens, les plus vulnérables, les enfants bien sûr, les personnes les plus âgées, les malades aussi. Et puis aussi soutenir nos bouchers, nos charcutiers qui ont perdu jusqu'à 30% de leur chiffre d'affaires alors qu'ils n'étaient pas du tout concernés. Donc je compte sur vous bien entendu pour continuer ce travail. Merci. La parole est à notre collègue Yan Chantrel
pour le groupe Les Républicains. Les Républicains. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre. Lequel? Paris accueille à partir d'aujourd'hui la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, dont je souhaite saluer les délégations qui sont réunies aujourd'hui même au Sénat pour leurs travaux. La France préside également la francophonie institutionnelle jusqu'en 2026. Elle doit être à la hauteur de cette tâche. Or, nous avons appris que le gouvernement s'apprête à réduire de 75% la contribution financière de la France à l'Agence universitaire de la francophonie, dont l'exercice budgétaire en cours. Cette coupe brutale menace l'existence même de l'agence. C'est d'autant plus incompréhensible que lors du sommet de Villers-Cotterêts, l'AEF a été chargée de porter plusieurs projets phares, notamment le programme international mobilité employabilité francophone, c'est Erasmus francophone, dont le pilote devait être lancé à la rentrée 2025. Le signal de désengagement envoyé par la France à ses partenaires est dévastateur. Au moment où nous devrions renforcer nos liens avec les pays francophones, vous mettez à mal le travail diplomatique et d'aide au développement mené par l'AEF. Attendez, on m'appelle. À la France, l'agence a pu maintenir une présence dans les pays du Sahel et continuer à y promouvoir les valeurs de la francophonie en favorisant l'employabilité des jeunes, l'entrepreneuriat ou la réduction de la fracture numérique. Ce travail est essentiel si nous voulons lutter contre l'influence des puissances déstabilisatrices chez la jeunesse francophone d'Afrique et d'ailleurs. Avec 46 autres parlementaires de tous les rangs dans cette Assemblée et dans l'autre Assemblée, l'Assemblée nationale, ont signé un courrier au président de la République. Nous vous demandons donc aujourd'hui même de revenir sur cette décision incompréhensible. Pour vous répondre, la parole est au ministre en charge de la francophonie et des partenariats internationaux. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Yan Chantrel, je tiens à préciser que malgré les circonstances budgétaires actuelles, la France tient son rang et demeure le premier bailleur de la francophonie multilatérale. Pour 2025, ce sont près de 35 millions d'euros mobilisés au service de la francophonie. Notre objectif est clair, faire rayonner la langue française et le plurilinguisme et promouvoir un espace d'opportunité. Vous le savez, les crédits de la mission Aide publique au développement ont cette année subi une baisse totale d'environ 40%. La part des crédits multilatéraux, dont ceux de la francophonie institutionnelle, a été du coup affectée d'environ moins 50%, dans la mesure où ces crédits incluent notre contribution statutaire à l'OIF, qui ne peut pas être ajustée, notre soutien aux opérateurs de la francophonie, dont l'Agence universitaire de la francophonie a dû baisser d'environ 70%, vous l'avez rappelé. Un appel important. Nous avions tout de même mobilisé l'année dernière un peu plus de 12 millions d'euros en appui aux 16 engagements pris par le Président de la République lors du sommet de Villers-Cotterêts. Ces fonds sont déjà engagés pour la période 2024-2026 et une grande partie l'a été au bénéfice de projets mis en œuvre par l'AUF. Je citerai par exemple la troisième phase du dispositif Apprendre ou le programme PIMEF que vous avez mentionné tout à l'heure, ou encore le Collège international de Villers-Cotterêts que nous devrions inaugurer en septembre prochain. Nous travaillons étroitement avec le recteur de l'AUF pour diversifier ses ressources et rendre l'organisation plus solide à terme. Alors, j'ai pas suivi la question. Subvention 2025 à l'AUF, avec Jean-Noël Barrot, nous travaillons actuellement pour identifier des solutions pérennes. Il conviendra d'examiner au cas par cas comment amortir cette contrainte budgétaire sur 2026 sur des enjeux essentiels pour le rayonnement de la France et qui nous tiennent tous à cœur. Merci. Vous avez 5 secondes. Non, 2 secondes. Donc, Monsieur le Premier ministre, je m'adresse directement à vous parce que ce sujet va être sur votre bureau pour que vous reveniez sur cette coupe qui est un affaiblissement de notre pays au niveau international. La parole est à notre collègue Daniel Laurent pour le groupe Les Républicains. Allez, les Républicains à nouveau. Forcément, ils sont majoritaires au Sénat. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, depuis le 5 juillet, Quel la ministre Chine inflige un droit anti-dumping moyen de 32,2% à nos eaux de vie Cognac et Armagnac, sans qu'aucun dumping n'ait été démontré. Un accord de prix minimum permet à une partie des exportations d'y échapper. C'est une avancée positive.
Il n'en demeure pas moins que ce dispositif reste incertain et exclut injustement de nombreuses PME. De plus, le marché duty-free chinois, qui représente 20% des ventes, demeure fermé sans justification. Notre filière attend non pas de simples mesures transitoires, mais un véritable engagement diplomatique et politique pour obtenir la levée de ces mesures injustes et la réouverture complète du marché chinois, y compris le duty-free. Pendant ce temps-là, les États-Unis maintiennent la pression des surtaxes, dont les taux sont fluctuants, qui pourraient intervenir à partir du 1er août. Si elles se concrétisent, ce serait un nouveau choc économique majeur pour une filière déjà fragilisée. Alors, Madame la Ministre, quelle garantie la France offre-t-elle à ses viticulteurs, à ses distillateurs, à leurs fournisseurs et à l'ensemble des territoires qui vivent de cette filière? Ne laissons pas la part des anges devenir la part des taxes. Il est temps que l'État retrouve le fil de la vigne pour que toute notre viticulture reprenne son envol sur les chemins du monde, au service de nos terroirs, de notre savoir-faire et des milliers d'emplois qui la font vivre. La parole est à la question des spiritueux, elle est importante au Sénat. Hein. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Daniel Laurent. Sans angélisme, et pas Laurent Daniel, filer la métaphore, je peux vous dire que la France et l'Europe sont en désaccord avec la Chine sur plusieurs sujets agricoles, et en particulier, évidemment, celle du cognac et de l'armagnac, de nos brandis. Une porte ouverte. Très soucieuses de cette situation, les autorités françaises, vous le savez, jusqu'au plus haut niveau, Monsieur le Premier ministre, le Président de la République, le gouvernement, plusieurs membres du gouvernement se sont mobilisés afin de trouver des solutions à ce conflit, à améliorer la situation dans laquelle se trouve cette filière d'excellence dont on voit à quel point c'est déchirant de la voir s'étioler alors même qu'elle ne demande pas d'argent public, qu'elle ne peut pas être faite à l'étranger, elle ne peut exister que dans nos terroirs, et que c'est véritablement une filière d'excellence qui nourrit l'image gastronomique de notre pays. Alors ce travail a tout de même permis plusieurs avancées et évolutions récentes. Le 4 juillet, c'est vrai, le ministre du Commerce chinois a conclu son enquête en reconnaissant, ce que nous contestons, l'existence d'un dumping et en imposant un droit de douane compensateur en moyenne de 32,2% à partir du 5 juillet. Toutefois, ce qui s'appliquera en pratique, c'est l'engagement de prix de vente des exportateurs qui ont accepté le 26 mai d'augmenter ce prix entre 12 et 16% en lieu et place de la hausse des droits de douane. Cet accord concernera 34 entreprises françaises et concerne à peu près 90% des volumes exportés. Les échanges se poursuivent pour y inclure une vingtaine d'autres. Les autorités chinoises vont en outre, c'était une de nos demandes, restituer aux exportateurs les garanties bancaires prélevées au titre des droits provisoires de l'ordre de 50 à 80 millions d'euros. Enfin, lors de la rencontre entre le président de la République et le ministre chinois des Affaires étrangères, un accord aurait été trouvé sur le duty-free, qui représente 20% des exportations. J'utilise le conditionnel parce qu'en la matière, il nous semble que les choses sont en bonne voie, mais tant qu'elles ne seront pas conclues, je ne veux pas m'avancer plus avant. Cette décision doit être... Ah oui, Gérard, et je conclue, Monsieur le Président, en vous disant, Monsieur le Sénateur, que ces mesures pragmatiques devraient permettre de relancer les exportations françaises en Chine. En tout cas, c'est le vœu que je forme avec vous. Je vous remercie. Vous avez pris la part des anges, vous aussi, Monsieur Laurent. Oui, mais en même temps, tu contrôles pas, Gérard. Mes collègues Henri Cabanel et Sébastien Pla, nous poursuivons les travaux. Je crois qu'on a un record de dépassement de temps de parole. La filière viticole. Il m'a semblé indispensable. À chaque fois, c'est Annie Genevard qui explose. Par une prise de parole en cette période estivale propice à l'oubli, nous devons au contraire rester pleinement mobilisés. La viticulture française traverse une crise profonde, économique, climatique, sociétale, qui appelle des raisons structurelles ambitieuses et rapides. Notre engagement est total pour défendre un modèle des savoir-faire, des territoires et des femmes et des hommes qui font vivre une filière emblématique de notre identité et de notre économie. Merci. La parole est à notre collègue Béatrice Gosselin pour le groupe Les Républicains. Ouais, bah fais gaffe au temps de parole. Hein. Ma question s'adresse à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre chargée de la transition écologique. Merci de prévenir. Madame la ministre, la dernière dissolution de l'Assemblée nationale a mis un coup d'arrêt à plusieurs arbitrages attendus
comme celui que devait prendre M. Christophe Béchu sur le financement des politiques d'adaptation des littoraux à l'érosion côtière. Et en mars dernier, devant le Comité national du trait de côte, vous nous avez indiqué que le fonds vert et certaines conditions aussi pour le fonds Barnier seraient les prémices d'un soutien renforcé de l'État. Mais depuis, les informations ne sont pas rassurantes. Le Premier ministre, lors du dernier comité interministériel de la mer, a déclaré que le littoral devait financer le littoral. Et les propos tenus récemment par le cabinet du ministre chargé des comptes publics pour le PLF 2026 n'ont fait que confirmer cette orientation. Recettes de l'éolien offshore, participation des plateformes saisonnières, affectation d'une part des droits de mutation, toutes les pistes de financement ont été écartées. Seule la taxe Gemapi est conservée avec les limites qu'on lui connaît, car supportée directement par les habitants. Une contribution de la taxe de séjour est également évoquée, mais celle-ci revient aux épiques touristiques et non aux collectivités littorales exposées aux coûts faramineux de la recomposition spatiale. Madame la ministre, est-ce cela le modèle économique de la résilience? Depuis octobre 2021, dans la Manche, un projet partenarial d'aménagement, PPA, est engagé, mobilisant élus et services de l'État autour de relocalisation stratégique, zone conchylicole, hôtellerie de plein air. Coût des études, 2 millions d'euros. Mais rien sur le financement des projets opérationnels. Et lorsque j'interroge sur les moyens, on me répond « il ne faut pas s'interdire de rêver ». Je crains, Madame la ministre, que ce rêve devienne une chimère. Comment le gouvernement entend-il concrètement accompagner les collectivités littorales soumises à l'érosion, au-delà des effets d'annonce et des études sans lendemain? Je vous remercie. Question très intéressante. Pour vous répondre, la parole est à la ministre de la Transition. Je m'inscris en plein dans ce qu'elle a dit. De la biodiversité, de la mer. Et de la pêche. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Gosselin. Nous voyons chaque semaine un peu plus les signes du dérèglement climatique et l'érosion côtière en est un flagrant exemple. Ce sujet, nous en avons discuté sur ces bancs lors de l'examen du budget où je m'étais engagée à recevoir le Conseil national du trait de côte qui réunit tous les acteurs concernés et à examiner leurs propositions de financement. Ce coût va inexorablement augmenter dans les prochaines années et décennies. Et nous savons que plus nous agissons tôt, moins nous aurons à supporter de dommages du dérèglement climatique. C'est dans cette optique que j'ai donc réuni le CNTC en mars et proposé au comité interministériel de la mer qui s'est déroulé en mai, sous la présidence du Premier ministre, que le gouvernement fasse des propositions fiscales en réponse aux suggestions du CNTC dès le budget 2026. Conseil national du trait de côte. Parmi celles-ci, celles qui retiennent plus particulièrement notre attention est le relèvement du plafond de la taxe Gemapi et éventuellement une surtaxe sur la taxe de séjour à la main évidemment des collectivités locales. L'idée derrière cela est que, en plus de la solidarité nationale, et je rappelle qu'elle existe puisque 130 millions d'euros sont consacrés à l'adaptation au changement climatique, les communes côtières puissent profiter de leur potentiel d'attractivité touristique pour mieux aménager leurs côtes et investir sur les ouvrages et des protections douces. Alors, bien sûr, il faudra revoir la doctrine d'emploi puisqu'il s'agira là de répondre à des aménagements touristiques, mais nous savons tous qu'aménager son littoral côtier, ça fait bien partie d'une politique de littoral touristique. Il conviendra aussi d'être vigilant à ce que la solidarité nationale ou locale ne paye pas pour ceux qui investissent dans des maisons dont ils savent d'ores et déjà qu'elles sont menacées par l'érosion côtière. L'érosion côtière, ce n'est plus un risque. C'est un acquis, malheureusement, et nous en rendons compte avec nos outils de simulation du trait de côte en 2050 et en 2100. Madame la sénatrice, l'érosion côtière est inéluctable. Il nous appartient aussi d'agir pour amortir l'impact du dérèglement climatique. C'est tout l'enjeu de l'électrification de nos usages, de la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre, grâce à un mix énergétique diversifié, compétitif et décarboné. C'est ce que vous avez voté hier. Je vous en remercie. Vous avez quelques secondes, Madame Gosselin. Oui, les projets partenariaux d'aménagement ne devront pas se transformer en projets particulièrement angoissants. Merci Madame la Ministre, mais je crois qu'il faut vraiment faire jouer la solidarité nationale et penser aux élus du littoral et aux habitants. Merci. Merci. La parole est à notre collègue Joshua Hochart. Pour les sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, vous avez la parole. Et c'est notre toute dernière question. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, permettez-moi de m'associer au nom des sénateurs du Rassemblement national à l'hommage au président Marlex. Sa disparition soudaine nous a profondément touchés. Tout au long de son engagement, il a su défendre avec conviction l'intérêt général et la souveraineté industrielle de notre pays. Madame la Ministre, la semaine dernière, la France a traversé un épisode de chaleur d'une intensité exceptionnelle. Et une fois encore, ce phénomène a mis en lumière certaines limites préoccupantes de notre préparation collective face aux effets du dérèglement climatique.
Peu d'espaces publics rafraîchis, une majorité de logements privés encore non équipés, des hôpitaux sous tension, des EHPAD fragilisés, des écoles contraintes de fermer. Ce que nos concitoyens ont vécu ces derniers jours en dit long sur l'insuffisance des mesures concrètes prises jusqu'ici. Et nous savons tous que ce n'est qu'un avant-goût de ce que pourraient être les prochains étés. Malgré les engagements régulièrement affichés en matière d'adaptation au changement climatique, les résultats concrets tardent à venir. Selon certaines études, Paris figurerait désormais parmi les villes européennes les plus exposées en cas de canicule. Ce constat alarmant doit nous interpeller. Surtout lorsqu'on se souvient de l'élan de solidarité nationale après la canicule de 2003, la création d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée destinée à mieux protéger nos aînés et à financer l'adaptation climatique. Depuis, c'est plus de 60 milliards d'euros qui auraient été récoltés à ce titre. Cela mérite une forme de transparence. Car à côté de ces efforts financiers, nos concitoyens n'ont pour beaucoup vu qu'une série de dispositifs souvent déconnectés des réalités. Lignes téléphoniques d'information, conseils génériques, portails internet bien intentionnés mais insuffisants pour répondre à l'urgence. Madame la ministre, ce que les Français attendent, ce ne sont pas des slogans ni des recommandations sommaires, mais des actes, des infrastructures adaptées, des services publics renforcés, une véritable stratégie de résilience. Alors permettez-moi de vous poser cette question simple mais essentielle. Le gouvernement entend-il tirer les leçons de cette séquence pour engager enfin une politique cohérente, lisible et ambitieuse en matière d'adaptation climatique? Pour vous répondre, la parole est à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Catherine Vautrin pour la dernière Monsieur réponse. le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Auchat. Monsieur le sénateur, je crois que les leçons tirées depuis 2003 ont d'abord été la notion de l'anticipation. En d'autres termes, la création d'un dispositif national de vigilance, c'était le premier élément, avec une surveillance de Météo France, un lien entre Météo France et la Direction générale de la santé. C'est comme cela que nous déterminons, par exemple, les alertes rouges la semaine dernière dans les différents départements concernés. C'est ensuite un travail éminemment interministériel entre le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Transition écologique et le ministère dont j'ai la responsabilité pour mettre dès le printemps des plans en place de façon à être en capacité à répondre pour protéger la population et enfin des plans de gestion pour répondre aux tensions hospitalières, pour répondre aux besoins dans les EHPAD. Cinquième élément, c'est évidemment la protection des travailleurs. Vous avez vu qu'avec Agnès Pannier-Runacher, nous avons signé un arrêté qui permet de rendre les horaires de travail plus flexibles parce que, comme vous l'avez dit, nous devons adapter le pays. Et enfin, dernier point, celui de l'investissement. L'investissement, ce sont évidemment les normes de construction. C'est vrai pour les écoles qui aujourd'hui sont de moins en moins construites plein sud. Il y a 20 ans, on cherchait du chauffage pas cher, si vous me passez cette expression. Maintenant, on se protège du soleil. C'est la même chose dans la programmation des rénovations urbaines où là aussi, dès lors qu'on parle d'isolation, l'isolation, elle est autant pour le froid que pour la chaleur. C'est l'équipement de nos établissements de santé parce qu'effectivement, notre pays doit durablement s'équiper. C'est le sens de ce qui est mené. Donc, vous voyez, la gestion de crise, l'anticipation de l'organisation du pays, c'est aussi la prévention de chacun de nos concitoyens et la prévention de la gestion de l'eau qui reste un enjeu absolument majeur. Monsieur Auchard. Oui, Madame la Ministre. Ou dit-il d'un air bien énervé. L'été sera chaud. En tout cas, j'ai deux nouvelles pour vous, une mauvaise et une bonne. La mauvaise, c'est que la rentrée sera brûlante et je ne parle pas que de la météo. La bonne, c'est que pour votre gouvernement, elle est plus courte que prévu. Monsieur pas très inspiré. Mesdames et Messieurs les ministres, merci. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h45 pour l'examen de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité, sous réserve du décret présidentiel. La prochaine séance de questions au gouvernement devrait avoir lieu le mercredi 24 septembre à 15h. D'ici là, mais vous avez jusqu'à vendredi 0h, je vous souhaite quand même de futures excellentes vacances et un bon repos que vous avez bien mérité. La séance est suspendue. Allez, voilà, ça y est, c'est fini. Voilà, cette dernière séance de questions d'actualité au gouvernement qui vient de se terminer. Gérard Larcher qui nous souhaite à tous et à toutes et à tous d'excellentes vacances. C'était pas aux sénateurs et sénatrices qui s'exprimaient, c'était à nous qui avons suivi ce format-là pendant tant de temps. Voilà, ça va faire 7 mois que
je me suis installé à faire ce format-là des QAG du mercredi notamment, et qui va peut-être prendre de l'importance à compter de la rentrée. N'hésitez pas, comme je vous disais en préambule de ce live, à me faire toute proposition de contenu politique que vous aimeriez voir sur la chaîne, que ce soit en stream ou en VOD, puisque la plupart des streams sont rediffusés en VOD. Merci encore une fois à YouTube de continuer à regarder le contenu que je publie sur la chaîne, qu'il soit politique, pédagogique ou vidéoludique. Voilà, ça compte énormément. C'est vous qui avez le pouvoir de faire grossir ma chaîne. Aussi, chaque petite action compte, que ce soit les pouces en l'air, les commentaires, les abonnements, les partages, etc. etc. Bref, nourrissez l'algorithme, faites-le dégueuler jusqu'à ce qu'il n'en peut plus. Je compte sur vous. Voilà. Donc, comme le disait le président du Sénat, on se retrouverait potentiellement pas avant le 24 septembre, ce qui nous laisse grosso modo pratiquement 2 mois et demi sans question d'actualité au gouvernement. Le contenu politique sur la chaîne va décroître, même si je pense que je vais quand même organiser quelques lives sur des contenus politiques en attendant la rentrée. Voilà, des petites idées comme ça que j'ai et que je prépare et que j'ai hâte de vous proposer en attendant le retour de la rentrée parlementaire et politique. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Sachant que du coup, ce format-là va être mis en pause, on va passer un petit peu, alors, entre guillemets, en mode vacances, hein, c'est-à-dire que je continue à streamer, mais que les formats politiques, pédagogiques et gaming vont un petit peu changer dans le planning habituel. Voilà, donc restez bien informés en me suivant sur les réseaux sociaux pour savoir mon planning à l'avance de la semaine de ce que je compte vous faire. Et comme ça, voilà, vous saurez quand est-ce que vous pouvez passer en live pour faire un coucou en fonction de ce qui vous intéresse. N'oubliez pas que ma chaîne, c'est un petit peu un buffet campagnard, un brunch. Voilà, chacun prend ce qu'il veut, autant qu'il veut. Voilà. Et c'est un petit peu ce que je propose avec mes 3 formats différents. Voilà. Eh bien, écoutez, si c'est pour les questions d'actualité au gouvernement que vous suivez cette chaîne, eh bien, écoutez, je vais me joindre aux vœux de Gérard Larcher, de vous souhaiter de bonnes et d'excellentes vacances. J'espère vous retrouver au mois de septembre, et j'espère que les nouveaux formats politiques que j'essaye de mettre en place vous plairont. D'ici là, et comme d'habitude, portez-vous bien, amusez-vous bien, et ciao YouTube.